Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann avec le docteur Ndeye Abi Ndoye qui est chirurgien pédiatre et qui est là justement pour nous parler aujourd'hui des enfants, mais pas seulement de ça, mais surtout des traumatismes et également de certaines malformations telles que l'hypospadias, les pieds beaux, les fractures chez les enfants. Maltraités ou mal suivis peuvent également causer des conséquences sur l'avenir de l'enfant. Les traumatismes, chacun d'entre nous bien sûr, qui avons des enfants, une fois un enfant est tombé, s'est fait mal, quelle réaction avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, faut-il consulter, faut-il garder l'enfant à la maison, faut-il aller chez le tradipraticien? Toutes les réponses ce soir nous seront données par le docteur Ndeye Abi Ndoye qui est chirurgien pédiatre. Bonsoir docteur. Bonsoir Ramata. Alors, est-ce qu'il y a une fréquence vraiment importante de ces enfants par rapport au traumatisme déjà? Merci Ramata. La chirurgie pédiatrique au Sénégal n'est pas une spécialité ancienne. Donc, elle a commencé ses activités depuis juste quelques années. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui s'occupent des pathologies chirurgicales pédiatriques. Actuellement, la prise en charge de ces enfants se fait à l'hôpital d'enfants Albert Royer, qui est l'hôpital de référence en matière de pédiatrie. Il y a un service de chirurgie pédiatrique également à l'hôpital Aristide Le Dantec et à l'hôpital Diamniadio. Donc, ce qui fait que beaucoup de ces patients affluent vers l'hôpital de référence qui est Albert Royer. Et les enfants représentent un pourcentage assez important de la population sénégalaise et sont également victimes de beaucoup de pathologies, aussi bien traumatologiques, malformatives qu'autres. Ce qui fait la fréquence de ces malades pris en charge quotidiennement dans nos structures, aussi bien au bloc opératoire que lors des consultations et des urgences. Et quand on doit parler aujourd'hui de traumatisme chez l'enfant, de quoi cela retourne? Qu'est-ce que c'est exactement? Le traumatisme peut avoir beaucoup d'aspects chez l'enfant. Il y a ce qu'on appelle les traumatismes du squelette, c'est les plus importants, donc qui surviennent sur l'os de l'enfant. Et les traumatismes viscéraux, il y a les traumatismes crâniens, etc., etc. Donc en chirurgie pédiatrique, ce qu'on reçoit le plus, comme je l'ai dit tantôt, c'est le traumatisme du squelette. Quand on parle du squelette, c'est l'os en croissance qui a ses particularités en pédiatrie. Donc c'est un os qui est chargé d'eau, qui est fragile, qui est souple et qui a une partie qui est exclusivement réservée à la croissance en longueur de l'enfant. Donc c'est ce qui fait la fréquence de ces fractures ou traumatismes simplement du squelette en pédiatrie. Et c'est ce qui en fait également la gravité. C'est-à-dire qu'une fracture qui survient chez l'enfant sur la zone qui gère la croissance en longueur peut avoir de lourdes conséquences, surtout sur le plan fonctionnel, si elle n'est pas bien prise en charge ou prise en charge dans les meilleurs délais. Et pour les traumatismes chez l'enfant, par exemple les fractures, est-ce que c'est automatiquement en place, c'est des opérations? Ou bien pour l'enfant, il n'y a pas besoin d'opération, comme l'enfant est en pleine croissance, juste avec le plâtre et un suivi, tout se passe bien? De façon générale, l'enfant qui a une fracture nécessite d'une prise en charge orthopédique. Alors que chez l'adulte, la prise en charge qui prédomine, c'est celle chirurgicale. C'est-à-dire qu'il y a plus de nécessité chez les adultes de faire la réduction et de maintenir avec du matériel de stéosynthèse, que ce soit des broches ou des plaques. Donc, chez l'enfant, il arrive qu'on ait besoin de faire ce type de traitement par des broches. Mais le plus souvent, c'est des fractures qui sont prises en charge par un plâtre, parfois avec ou sans réduction préalable au bloc opératoire. C'est plus pour diminuer le risque de douleur, de choc lié à la douleur, parce que qui parle de fracture parle de douleur. Et la plupart du temps, c'est ce type de traitement qu'on fait, c'est-à-dire on fait une réduction, à la suite on fait un plâtre dont la durée varie en fonction du siège de la fracture, de son déplacement et surtout de l'âge de l'enfant. Après une fracture chez l'enfant, quand on enlève le plâtre, il y a besoin, ça nécessite une rééducation
ou bien c'est pas comme l'adulte où il faut vraiment aller au centre d'orthopédie pour une rééducation? Voilà, c'est pas comme chez l'adulte. Déjà, je vous donne un exemple. Il y a le coude de l'enfant qui est un siège fréquent de fractures en pédiatrie. Souvent, après le traitement, le coude de l'enfant, on évite même de faire une rééducation. Genre, on évite même les massages qui risquent d'enraidir même l'articulation. Donc, on préfère laisser l'enfant évoluer, faire ses activités de façon spontanée, ce qui va permettre d'avoir les mobilités articulaires correctes, ou à la limite faire ce qu'on appelle une auto-rééducation. C'est-à-dire avec les parents, on discute, on explique qu'il faut que l'enfant lui-même puisse prendre des pots, les soulever, les reposer. Contrairement à l'adulte où la rééducation est là. Donc les fractures chez l'enfant ont beaucoup de particularités. C'est l'absence de rééducation après consolidation est l'une de ces particularités. Et aujourd'hui, quand vous qui rencontrez souvent les parents, à quoi est due cette fréquence de fractures chez les enfants? Est-ce que c'est un enfant qui joue? Est-ce que ce sont des enfants qui tombent souvent? À quoi est dû ce genre de fréquence de fractures chez nos enfants au Sénégal? Voilà, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'os de l'enfant qui est même particulier. C'est ce qui explique une partie des fréquences de ces fractures. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques. Donc, les accidents domestiques, c'est tous les accidents qui surviennent dans la maison et dans ses environs. Donc, c'est assez fréquent comme mécanisme. Donc, on va peut-être dire qu'il y a un manque de surveillance. Et puis, il y a les enfants qui simulent les actes des lutteurs de temps en temps lors des récréations qui font des jeux dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas maîtriser la chute du camarade. C'est ce qui entraîne le plus souvent ces fractures. Donc, en dehors des accidents domestiques, il y a ce qu'on appelle les accidents de la voie publique. Les accidents de la voie publique, parce que dans nos régions, on voit des enfants qui sont heurtés par les voitures. Ça, c'est une particularité qu'on voit dans la sous-région africaine. Dans des villes comme Saint-Louis, où on voit beaucoup de talibés dans les rues, j'ai été impressionnée par le nombre d'accidents de voie publique chez l'enfant. Alors que quand on parle de pays développés, c'est rare d'avoir des enfants heurtés par des véhicules, mais chez nous, ça arrive, c'est pas rare. Et justement dans ce cadre, au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer, vous avez organisé récemment un séminaire sur le traumatisme chez l'enfant. Pourquoi c'était une nécessité aujourd'hui pour le personnel qui recevait ces enfants? Voilà, donc le traumatisme en pédiatrie est tellement fréquent que c'est la première cause de consultation en chirurgie pédiatrique. On ne peut pas faire une consultation en une journée sans avoir de traumatisme. Donc c'est ce qui a motivé le thème du deuxième séminaire panafricain organisé en association avec la chaîne de l'espoir, Europe, France et Belge, avec la Société africaine de chirurgie pédiatrique. Donc lors de ce séminaire, on avait des collègues qui venaient de la sous-région, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Bénin et du Sénégal. Et puis des chirurgiens orthopédistes également venaient de la région, des 10 régions du Sénégal qui ont participé à ce séminaire. Ça, c'est juste pour parler de la fréquence et de l'importance. Donc c'est pour ça qu'on a voulu sensibiliser et surtout former davantage les chirurgiens en périphérie qui peuvent recevoir des enfants victimes de traumatisme. Parce que la prise en charge est vraiment différente de celle de l'adulte qui fait une fracture. Donc c'était essentiellement l'objectif qui a motivé le thème du dernier séminaire. Autre traumatisme qui inquiète beaucoup les parents, moi principalement, c'est le traumatisme crânien. Nos enfants se cognent la tête, tombent sur la tête. Donc je pense que c'est le traumatisme qui fait plus peur. Et est-ce qu'il y a justement une attitude particulière à avoir avec ce genre de traumatisme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'automatiquement, que l'enfant est mal ou pas, il faut aller consulter quand c'est la tête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le traumatisme crânien est courant. Donc on reçoit ça fréquemment en chirurgie pédiatrique, à l'instar de tout ce qui est traumatisme chez l'enfant. Le plus souvent, que ce soit le chirurgien praticien qui reçoit le malade, les parents, on s'inquiète beaucoup plus que ce qu'il fallait. C'est-à-dire que souvent c'est une chute du haut du lit ou sur la table basse. Et puis
l'enfant qui somnole, qui vient à l'hôpital en somnolant. Ok. Donc il suffit d'une surveillance rigoureuse pour que l'enfant retrouve ses esprits dans les plus brefs délais. Maintenant, la surveillance, elle est importante parce qu'il y a des enfants, c'est peut-être un pourcentage qui n'est pas important, mais il y a certains enfants qui viennent avec des traumatismes crâniens graves. Oui. Ça peut survenir dans un contexte d'accident de la voie publique, comme on a dit tout à l'heure, ou bien lors des chutes avec des lieux élevés, donc de 3e étage, etc., avec réception sur la tête. Donc quand c'est un traumatisme crânien grave, l'attitude est carrément différente. Donc il faut surveiller, il y a des types de solutés qu'on ne peut pas mettre à l'enfant, par exemple, on ne peut pas perfuser du glucosé, il faut la surveillance régulière des constantes, de la tension et surtout de l'état de conscience. Et il faut aller voir le spécialiste. Si ça nous arrive, on fait appel aux neurochirurgiens qui donnent leur avis et parfois c'est même nécessaire de faire un scanner cérébral. S'il y a des lésions ou en fonction de l'évolution clinique du patient, on redemande un scanner abdominal dans les jours qui suivent, les 24 premières heures ou maximum dans les 48 heures pour surveiller l'évolution. On sait que vous faites un travail remarquable, vous spécialistes de traumatisme ici en chirurgie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté par rapport aux parents, pour tous les traumatismes en général? Est-ce qu'après opération, après le plâtre, après toutes ces étapes que l'enfant vraiment ses blessures sont guéries, est-ce qu'il n'y a pas un problème de suivi aujourd'hui avec les parents? Ou bien est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a le suivi dont vous rêvez aujourd'hui pour que l'enfant puisse s'épanouir pleinement en grandissant? Si on fait des études, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de patients qu'on appelle portés disparus ou qui ne reviennent pas en consultation. Donc ça constitue jusqu'à présent un nombre assez important de patients qu'on ne revoit plus en consultation. Bon, on a l'habitude de dire pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais ce n'est pas valable pour tous les types de traumatismes. Il y a certaines pathologies qu'on a besoin de revoir, de réévaluer, surtout quand ça laisse des séquelles. On a besoin de réévaluer, de voir est-ce que c'est des séquelles qui sont récupérables avant la fin de la croissance de l'enfant ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut peut-être compléter le traitement ou utiliser une autre technique thérapeutique quitte à ce qu'on opère pour essayer de faire des corrections. Mais je pense qu'après une prise en charge, on a moins de problèmes qu'avant la prise en charge. C'est-à-dire, avant la prise en charge, il faut que, par exemple, si c'est une fracture en pédiatrie, il faut qu'elle soit vue rapidement. C'est-à-dire, un traumatisme du squelette constitue une urgence. Il faut comprendre que quand ça prend du temps, il y a un œdème qui survient. Après, la réduction devient beaucoup plus difficile. Si c'est un patient vu après quelques semaines, l'enfant consolide très rapidement. Ce n'est pas un adulte. Si autant une fracture peut être vue aujourd'hui, traitée par une simple réduction au bloc, si c'est vu après 3 semaines, peut-être que la réduction ne sera pas aussi facile. Il faut aller casser l'os, réduire et mettre éventuellement des broches. Donc c'est plus une consultation précoce qui permet de limiter le risque de complications qui sera difficile à gérer après la prise en charge. Est-ce qu'une fois qu'il y a une fracture, cette zone reste toujours fragile? Ou bien une fois qu'il y a guérison, qu'il y a le suivi qu'il faut, ça y est, c'est bon, comme on dit, l'enfant est retapé, on peut passer à une étape suivante. Ou bien est-ce qu'il faut considérer que c'est une zone qui restera toujours fragile? Tout dépend du délai et du site de la fracture. Il y a ce qu'on appelle des fractures itératives, c'est-à-dire c'est une fracture qui peut survenir sur un site d'ancienne fracture. Ça arrive surtout quand la prise en charge n'est pas complète. C'est-à-dire, il arrive par exemple qu'on mette un plâtre pour une fracture des 2 os de l'avant-bras. Si c'est une fracture qui est située au niveau de la diaphyse, la durée du plâtre va être beaucoup plus allongée, par exemple, que si c'est une fracture au niveau, par exemple, de la métaphyse distale du radius isolé. Mais c'est difficile de faire comprendre ça aux parents. Par exemple, il va te dire oui, l'autre a eu son plâtre pendant 3 semaines, mon fils a eu 3 semaines de plâtre, donc je peux me permettre de l'enlever. Non, toute la durée d'immobilisation plâtrée dépend du site de fracture. Donc si c'est une fracture diaphysaire, qu'on enlève le plâtre avant le délai nécessaire pour la consolidation, oui, on a un risque
d'avoir une fracture qui survienne au même endroit, même pour un traumatisme banal. Maintenant, si c'est après une consolidation, ça arrive, mais c'est très rare qu'après consolidation complète, confirmée, qu'on ait une fracture sur le même site de lésion antérieure. En plus des traumatismes au niveau du service chirurgie pédiatrique de l'hôpital Albert Royer, vous prenez également en charge des malformations telles que l'hypospadias. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces malformations? Qu'est-ce que c'est exactement? Les malformations urogénitales de façon générale sont diversifiées, très diversifiées en pratique pédiatrique. Donc on peut avoir toutes sortes d'anomalies au niveau du système urogénital qu'on peut comprendre par l'embryologie, où il y a le système urinaire et le système digestif qui sont séparés par le cloaque, et c'est après que vous avez la séparation réelle au cours de l'embryologie qui laisse le système digestif derrière et le système urogénital en avant. Donc on peut voir beaucoup d'anomalies sur ce site par absence de séparation, une communication qui persiste entre l'appareil urinaire et l'appareil digestif, ou bien une malformation qui n'intéresse que l'appareil urinaire, partant du rein aux urétères, à la vessie jusqu'au niveau de l'urètre. Donc l'urètre a une fonction de conduction d'urine, donc de la vessie jusqu'au niveau du méa, c'est-à-dire pour permettre l'extériorisation vers le milieu extérieur. Donc le méa, c'est ce qui permet en fait, c'est l'orifice terminal de l'urètre qui permet d'évacuer les urines, donc qui est normalement situé au sommet du gland. Maintenant, il arrive que le méa ne soit pas au niveau de l'emplacement normal. Maintenant, quand il se situe au niveau de la face ventrale de la verge, c'est ce qu'on appelle l'hypospadias. Ça veut dire que toute la partie distale de l'urètre n'est pas constituée. Donc, il n'y a pas l'urètre du méa ectopique jusqu'au sommet du gland. Donc, c'est ça qu'on appelle hypospadias. Et il y a différentes formes. On peut avoir, par exemple, le méa qui s'approche de son emplacement normal. C'est la forme la plus facile à traiter. On parle d'hypospadias antérieur, moyen si c'est plus distal, et il y a les hypospadias postérieurs qui sont très difficiles à prendre en charge sur le plan chirurgical et puis qui peuvent être dans le cadre des ambiguïtés sexuelles. Dans ce cadre, on peut avoir ce qu'on appelle les hypospadias postérieures. dafa amoon luñ ko war a kii rek ñu opéré. ñu opéré ko waaw. balaa ñuy def opération bi ndax loolu sonnaloon na ko. sonnaloon na ko kañ tuuti. Mon bébé, il a la hernie ombilicale avec il a hypospaget. Oui. Vous êtes venu pourquoi? Pour une opération de ma fille. Qu'est-ce qu'elle a exactement? C'est une luxation conjugale du pied, hanche droite. Elle boitait un peu. Il y a une jambe plus courte que l'autre. Il y a une jambe plus courte que l'autre. On nous a conduits ici pour voir le professeur. Ensuite, on nous a donné rendez-vous pour les missionnaires. Après, par la suite, 2 rendez-vous après, on a fait l'opération la semaine passée. Est-ce que l'hypospadias aujourd'hui est détectable par les mamans à la maison ou bien c'est le pédiatre en consultation qui peut détecter ce genre d'anomalie chez l'enfant? C'est des anomalies qui peuvent être détectées par les parents, aussi bien par les parents que par les pédiatres. Donc les pédiatres, c'est pour ça qu'on dit que lors de la consultation des enfants, il faut les déshabiller complètement, il faut les mettre en confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'enfant vient pour une toux qu'il ne faut pas examiner le reste des organes génitaux. Et l'examen général d'un enfant doit être systématique en salle d'accouchement. Donc même les sages-femmes peuvent détecter ce genre de malformation urogénitale. Et quand il y a ce genre d'anomalie, il n'y a que l'opération qui peut être la solution, la chirurgie qui est la solution à ce genre de problème? Donc la prise en charge des hypospadias est chirurgicale. Donc il y a des formes qui sont plus ou moins tolérables, c'est quand c'est très très antérieur et qu'il n'y a pas vraiment de conséquences ultérieures. Là on peut dire, oui, on explique aux parents, ce n'est pas la peine d'aller faire une chirurgie plus ou moins lourde sur le pénis de l'enfant.
Mais sinon, pour cette pathologie, la prise en charge reste chirurgicale. Et elle est très, très variable en fonction de la forme du siège et de l'âge de l'enfant, évidemment. C'est des pathologies qui se diagnostiquent chez le tout petit, mais on voit des hypospadias chez nous jusqu'à l'âge de 15 ans. Parce que tout simplement, peut-être le parent n'a pas été très attentif. Voilà, ça n'a pas été diagnostiqué à temps. Voilà. Et ce qui est remarquable aujourd'hui au niveau de votre hôpital d'enfants Albert Royer, c'est que vous vous occupez aujourd'hui de beaucoup d'anomalies, telles que les pieds beaux. Alors, on a même vu que vous avez fait encore un séminaire avec des partenaires belges de la chaîne de l'Espoir qui sont venus pour vous appuyer pour quelques jours pour des opérations chez des enfants. Les pieds beaux font partie des thèmes du séminaire, puisqu'en fait, la semaine dernière, le thème c'était les traumatismes du squelette, que ce soit du squelette de façon générale en chirurgie pédiatrique, c'est-à-dire les traumatismes osseo-articulaires et viscérales. Et cette semaine, donc, c'est toujours le même chirurgien orthopédiste qui est sur place, donc, qui va nous permettre de prendre en charge tout ce qui est malformation. Donc ça ne faisait pas partie du thème, donc dans la foulée, on prend en charge tout ce qui est malformation. Et encore, quand on parle de malformation, des membres chez l'enfant, on ne peut pas ne pas parler des pieds beaux qui constituent l'une des malformations les plus fréquemment rencontrées. Donc c'est des déformations du pied. Il faut que ces malades soient vus par les spécialistes. Pourquoi? Parce que les pieds beaux qui sont vus tôt bénéficient de ce qu'on appelle le traitement par la méthode de Ponseti. C'est-à-dire c'est des plâtres successifs qu'on fait, au nombre de 5 par exemple. Et avant de faire le 6e plâtre, on va au bloc pour faire une plastie du tendon d'Achille. Après, on fait le 6e plâtre, ce qui nous permet d'avoir une correction progressive du pied sans nécessiter d'aller faire une chirurgie lourde. Maintenant, si c'est des pieds beaux invétérés, c'est-à-dire qu'on va à l'âge de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, avec des enfants qui ont suffisamment marché sur la face latérale du pied, avec de la fibrose assez importante, on sera obligé de faire des corrections chirurgicales et même parfois de mettre des broches, ce qui est beaucoup plus lourd comme type de chirurgie. Donc on peut les voir, même nouveau-né, même à J0 de vie, chez un enfant porteur de pieds bons, on peut faire un plâtre. Donc même à la première semaine de vie, ça ne gêne pas. On a plus de chances même d'avoir une correction quand c'est fait plus tôt. Par exemple, également la particularité chez l'enfant pour les interventions, on a remarqué que pour certaines anomalies, on n'opère pas dès le bas, c'est-à-dire il faut au moins que l'enfant ait au moins 2 ans, je pense, avant de pouvoir faire les interventions. Pourquoi? Pour certaines pathologies, il y a une nécessité d'avoir une maturité des tissus. Je vous donne l'exemple de l'hypospadias dont on a parlé tout à l'heure. Les hypospadias, on ne les opère pas avant l'âge d'1 an. Donc c'est vrai qu'il y a quelques mois de différence en fonction des écoles, mais avant 1 an, il n'y a pas vraiment de maturité au niveau des tissus. Donc il faut se donner plus de chances d'avoir une réussite de cette chirurgie qui est parfois une chirurgie à la carte vu le nombre de complications qui peuvent survenir après. Donc pour les hypospadias par exemple, c'est un exemple, on peut attendre après 1 an et demi. Il y a des écoles en France qui les opèrent après l'âge d'1 an et demi. Il y a aussi les testicules ectopiques ou les cryptorchidis, c'est-à-dire des testicules qui ne sont pas en place également. Après 9 mois, il y a les lésions qui surviennent sur le testicule qui n'est pas en place. Et ces lésions vont s'accentuer après 1 an, puis en fonction de l'âge. Donc il ne faut pas les opérer trop tard, mais également on peut les surveiller jusqu'à l'âge, par exemple, de 12 mois, où il y a toujours une possibilité, avec le développement de la paroi abdominale, l'enfant qui va se mettre en position debout peut également avoir une descente de son testicule qui est en place sans chirurgie. Il y a également les testicules baladeurs, c'est-à-dire qui remontent, qui redescendent, qu'on peut surveiller disons jusqu'à l'adolescence, selon certaines écoles françaises. Parce qu'avec les hormones à l'adolescence, ils peuvent toujours descendre dans la bourse. Donc tout dépend de la pathologie, mais effectivement, il y a des pathologies qu'on n'opère pas avant un certain âge. Je voulais savoir aussi, est-ce que
que ce soit la chaîne de l'espoir ou pas, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste et autres qui êtes là, vous arrivez à prendre en charge ce genre de pathologie au niveau du service de Albert Royer? Oui, en fait, la plupart de ces pathologies sont prises en charge, même en dehors des missions. Mais les missions nous permettent d'échanger, de discuter, de connaître en fait les nouvelles recommandations, de voir des nouvelles techniques, et puis de voir si des résultats ont changé en fonction de nous, ce qu'on a l'habitude de faire, etc., etc. Mais il y a quand même quelques rares pathologies. Par exemple, on parlait de malformation urogénitale tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les valves de l'urètre postérieur. On a dit que l'urètre, c'est le tuyau qui permet d'amener les urines jusqu'au niveau de la vessie jusqu'au niveau du méa urétral. Maintenant, on peut avoir une obstruction de cette lumière de l'urètre par des valves, des replis membraneux qui font que les urines ne s'évacuent pas correctement. Donc, ils peuvent rester au niveau de la vessie et remonter après, entraîner des infections urinaires ou même à la longue une destruction des reins. Donc, le traitement consiste à faire une résection, le traitement idéal, disons, une résection de ces replis membraneux par ce qu'on appelle le cystoscope et le résecteur de valve. Il arrive que dans nos structures, qu'on ne dispose pas de résecteur de valve adapté aux tout petits. Et la prise en charge doit se faire le plus tôt possible pour éviter tout ce qu'on a dit comme conséquence sur l'appareil urinaire, le haut appareil urinaire. Donc c'est lors de ces missions, par exemple cette semaine, ça concerne les hypospadias, mais on a discuté avec les chirurgiens belges et ils ont accepté de venir avec le résecteur pour faire la prise en charge de valves de l'urètre postérieur chez les tout petits, parce qu'actuellement le directeur de l'hôpital d'enfants Albert Royer est en panne. Lors de cette mission, vous avez pris en charge combien d'enfants? À peu près une quinzaine de malades qui sont prévus pour la prise en charge. Juste pour l'urologie. Oui. Et puis autant de malades sont également prévus pour la prise en charge en orthopédie pédiatrique. Donc on fait 2 salles pour l'orthopédie et pour l'urologie. Donc c'est une quinzaine de malades pour chaque spécialité. Donc ça fera à peu près une trentaine de malades. Quelles recommandations aujourd'hui pour les parents, que ce soit pour les traumatismes ou pour ces anomalies-là? Comme on parlait de malformation urinaire, je vais d'abord commencer par parler des hypospadias. Par exemple, les hypospades, que ce soit les parents, les paramédics, les infirmiers, nos collègues chirurgiens, etc. Ce qu'on veut lancer comme appel, c'est-à-dire qu'un enfant qui est hypospade, il ne faut pas le circoncire avant la prise en charge de cette anomalie. Parce que le prépuce qu'on sectionne quand on fait la circoncision peut être utilisé pour une plastie, pour faire la reconstruction de l'urètre manquant. Et c'est très embêtant, par exemple, de voir des enfants qui ont une malformation sévère et qui ont été circoncis. On peut faire toujours une technique de reconstruction, mais on va prélever ailleurs alors qu'on aurait pu ne pas le faire. Ça, c'est l'exemple de l'enfant qu'on a opéré hier, qui n'avait plus de prépuce. On était obligé d'aller prendre un lambeau au niveau de la muqueuse buccale. Maintenant, pour tout ce qui est pathologie traumatique en pédiatrie, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient amenés en consultation dans les plus brefs délais. C'est des os fragiles en croissance qui consolident très rapidement. Quand on se dit on va l'amener la semaine prochaine, il se peut que le traitement change entre-temps, que l'enfant commence à faire un cal fibreux, ce qui va complètement changer la prise en charge. Et puis même si en périphérie, certaines personnes disent avoir réduit une luxation, il faut savoir que la luxation en pédiatrie est rarement isolée. Le plus souvent, c'est associé à une fracture. Donc même si elle est réduite en périphérie, il faut après amener l'enfant pour faire une radiographie, voir s'il n'y a pas de fracture associée et faire la prise en charge de la fracture. Donc la prise en charge également chez le praticien ou même les parents eux-mêmes qui font des massages, l'os de l'enfant n'est pas trop adapté au massage. Et on a dit tout à l'heure que qui dit fracture dit douleur. Donc imaginez sur déjà un os qui est cassé, la douleur qui est intense et qu'on mette des massages, des mouvements dessus, ça accentue la douleur et ça peut même aggraver le déplacement, entraîner des lésions vasculaires. Parfois c'est des garrots qui sont mis par les praticiens et c'est ce garrot même qui va entraîner
une limitation de la vascularisation du membre en distal, ce qui peut entraîner des complications très graves à type de syndrome de Volkmann ou d'ischémie du membre. Donc il faut consulter. C'est le message qu'on peut lancer. Nous étions avec le docteur Ndeye Abi Ndoye, qui est chirurgien pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il était là pour nous parler des enfants, mais surtout des traumatismes chez l'enfant, de certaines anomalies telles que l'hypospadias et les pieds beaux. D'autant plus qu'un séminaire a été organisé ici avec les partenaires belges de la chaîne de l'espoir pour opérer des enfants qui en avaient besoin. Voilà, le message est lancé. Plus de vigilance de la part des parents, bien sûr, pour éviter que nos enfants tombent et se fassent très mal, et également avoir beaucoup de suivi et avoir l'œil, comme on dit, parce que si on ne fait pas attention à notre enfant, comme dit le docteur, il faut être très attentif pour pouvoir déceler ou détecter certaines anomalies chez l'enfant. Donc, madame, monsieur, merci de votre aimable attention et excellente suite de programme sur la RTS.